Il s'est arrêté avec sa voiture de luxe sur le bord de la route, frustré et sans patience. Une jeune serveuse humble s'est approchée pour aider, mais en se penchant pour vérifier le moteur, ses yeux ont capté quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. Le pendentif qu'elle portait autour du cou était identique à celui que sa défunte femme portait tous les jours. Il est resté figé, et la vérité derrière ce pendentif allait changer le destin des deux pour toujours. Le soleil de Provence frappait sans pitié sur la carrosserie rutilante du Maserati noir de Serge Chevalier. Le moteur, d'habitude si fiable, venait de rendre l'âme dans un dernier soubresaut sur cette route départementale perdue entre les champs de lavande. Serge serra les dents. Si seulement il n'avait pas congédié son chauffeur ce matin-là. Putain de bordel, marmonna-t-il en desserrant sa cravate italienne. La climatisation s'était arrêtée avec le moteur et son costume à 3000 € se transformait rapidement en étuve personnelle. Cette panne tombait au pire moment. Le coup de fil qu'il venait de recevoir de Paris lui confirmait que le contrat chinois lui avait échappé. 18 mois de négociations réduites à néant par un concurrent plus agressif, Serge frappa violemment le volant, laissant échapper un juron qui aurait fait rougir un marin. En quittant sa suite à l'hôtel ce matin, il avait ressenti l'irrépressible besoin de conduire lui-même, de sentir la puissance de sa voiture, comme pour compenser ce sentiment d'impuissance qui le hantait depuis quand au juste 23 ans, cette éternité depuis l'accident. Il sortit de la voiture, la chaleur l'enveloppant aussitôt comme une couverture trop lourde. À quelques centaines de mètres, une petite bâtisse au volet bleu lavande se dressait au bord de la route. L'enseigne défraîchie indiquait « La Mariposa », en lettres cursives décolorées par le soleil. Un snack-bar routier, songea-t-il avec une grimace, lui qui déjeunait habituellement au Bristol. Serge composa le numéro de son assistante. « Charlotte, j'ai une panne sur la D943, près de Saint-Rémy. Trouvez-moi un dépanneur et un taxi, immédiatement. » Il raccrocha sans attendre de réponse. C'était dans ces moments qu'il regrettait d'avoir congédié Martin pour la journée. Son ami d'enfance, devenu son bras droit, aurait déjà résolu le problème. Alors qu'il scrutait sa montre, un rendez-vous crucial l'attendait à Marseille dans 3 heures. Une silhouette émergea de la Mariposa et se dirigea vers lui, une jeune femme d'une 20aine d'années, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt blanc. Ses cheveux châtains attachés en queue de cheval. « Besoin d'aide !» lança-t-elle avec un accent provençal chantant. Serge la toisa avec ce regard qu'il réservait aux subordonnés qui l'interrompaient en pleine réunion. « J'ai déjà appelé un dépanneur. Vous risquez d'attendre longtemps. Jérôme est parti à Avignon ce matin, » répondit-elle. Nullement intimidé. « Je peux jeter un œil si vous voulez. » Il haussa un sourcil méprisant. « Vous vous y connaissez en Maserati 4 portes ?» La jeune femme sourit, révélant une fossette sur sa joue gauche. « En Maserati, non. En moteur. Oui, j'ai grandi en réparant le tracteur de mon parrain. » Quelque chose dans sa franchise désarma Serge. Il fit un geste vague vers le capot. « Je vous en prie. » Elle s'approcha de la voiture avec une assurance tranquille qui contrastait avec sa tenue simple. « Je m'appelle Juliette, au fait. »« Serge », répondit-il sèchement, omettant volontairement son nom de famille, que tout le monde reconnaissait dans les milieux d'affaires. Juliette ouvrit le capot et se pencha sur le moteur. Son t-shirt remonta légèrement, révélant un bout de peau bronzée, mais ce fut autre chose qui attira l'attention de Serge, un éclat argenté, un pendentif qui s'était échappé de son col et pendait maintenant au-dessus du moteur, un papillon en argent. Le monde autour de lui sembla soudain se figer. Ce pendentif, non, c'était impossible, une simple coïncidence. Et pourtant, les détails, la forme particulière des ailes, cette petite imperfection sur l'aile gauche, c'est unique, comme toi, avait-il murmuré à l'oreille de Claire en lui attachant le collier le jour de leur mariage. Le joaillier avait fait une minuscule erreur sur l'aile gauche, rendant la pièce imparfaite mais unique. Claire l'avait adoré justement pour cette imperfection, comme notre amour, avait-elle répondu, imparfait mais unique. Ce même pendentif avait disparu avec elle dans l'accident d'avion. 23 ans plus tôt, où avez-vous eu ça ? La question jaillit de sa bouche, avant même qu'il puisse la retenir. Sa voix soudain rauque. Juliette se redressa, surprise, suivant son regard jusqu'au médaillon. Ça, elle le prit délicatement entre ses doigts. C'est tout ce que j'ai de ma mère biologique. La seule chose qu'elle a laissée quand on m'a déposée à l'orphelinat. Le sang de Serge se glaça dans ses veines. 23 ans, l'âge exact qu'aurait eu son enfant si Claire n'avait pas.
Si l'avion n'avait pas, je peux, demanda-t-il en tendant la main, s'efforçant de contrôler le tremblement de ses doigts. Juliette hésita un instant, puis fit passer la chaîne par-dessus sa tête et lui tendit le médaillon. C'est mon porte-bonheur. Je ne m'en sépare jamais d'habitude. Serge le prit comme on manipulerait une relique sacrée. Chaque détail correspondait. Le poids de l'argent dans sa paume, les minuscules ciselures sur les ailes, et surtout, cette imperfection sur l'aile gauche. Ce n'était pas une copie, pas une réplique. C'était le médaillon, celui qu'il avait placé autour du cou de Claire la veille de ce vol fatal pour Monaco. Des flashs lui revinrent en mémoire, le sourire de Claire quand elle avait ouvert l'écrin, ses yeux brillants de larmes contenues, sa main sur son ventre légèrement arrondi par 4 mois de grossesse. « Notre bébé aura le plus merveilleux des papas », avait-elle murmuré. « Monsieur, vous vous sentez bien ?» La voix de Juliette le ramena au présent. « Vous êtes tout pâle. » Serge lui rendit le médaillon, son esprit tournant à plein régime. 23 ans. L'orphelinat, le médaillon, les traits de Juliette qu'il examinait maintenant avec une attention nouvelle, cette fossette sur la joue gauche, comme celle de Claire. « Votre moteur a juste surchauffé », dit Juliette en rattachant le médaillon autour de son cou. Avec cette chaleur, « Ce n'est pas étonnant. Venez vous mettre à l'ombre au café pendant que ça refroidit. Je vous offre un pastis. » Il la suivit mécaniquement, son cerveau tentant d'assimiler l'impossible. Si ce médaillon était authentique, et il était prêt à mettre sa fortune entière qu'il l'était, alors tout ce qu'il croyait savoir depuis 23 ans était un mensonge. L'accident, la mort de Claire, son enfant à naître, et Martin, son ami fidèle qu'il avait soutenu pendant toutes ces années, qui avait identifié les corps, qui avait géré les détails macabres pendant que lui sombrait dans le chagrin, Martin qui lui avait toujours dit qu'il n'y avait rien à récupérer de l'épave, pas même les bijoux de Claire, Martin qui avait toujours été secrètement amoureux de Claire, en franchissant le seuil de la Mariposa. Serge Chevalier sentit que sa vie venait de basculer à nouveau. Ce n'était pas une panne ordinaire qui l'avait arrêté sur cette route, c'était le destin, ou peut-être, songea-t-il avec un frisson, une manipulation bien plus sinistre. « Vous prendrez bien un verre, non ?» sourit Juliette, en lui désignant une chaise. « Vous avez l'air d'en avoir besoin. » Serge acquiesça lentement. S'il avait raison, il avait en face de lui bien plus qu'une simple mécanicienne amateur. Il avait sa fille. Le bureau directorial des entreprises Chevalier occupait tout le dernier étage d'une tour ultramoderne dans le 8e arrondissement parisien. 3 jours après l'incident sur la route provençale, Serge fixait la ville à travers les baies vitrées, le front appuyé contre la vitre froide. La pluie battante transformait Paris en une aquarelle aux contours flous. « Tu sembles ailleurs depuis ton retour », remarqua Martin Pichon en déposant un dossier sur le bureau en ébène. « Le contrat chinois te tracasse à ce point. » Serge se retourna pour observer son ami d'enfance, son bras droit depuis plus de 20 ans. Martin, toujours impeccable dans son costume taillé sur mesure, cheveux poivre et cils parfaitement coiffés, l'image même du succès et de la loyauté, du moins, c'est ce qu'il avait toujours pensé. « Non, ce n'est pas ça », répondit Serge, choisissant soigneusement ses mots. « J'ai fait une rencontre, intéressante en Provence. » Martin haussa un sourcil. « Une femme, à ton âge, ça serait temps. » Serge ignora la plaisanterie. « Une jeune fille qui travaille dans un café routier. Elle portait un bijou qui m'a rappelé des souvenirs, quelque chose, un éclair infime. » Un tressaillement si bref qu'il aurait pu l'imaginer traversa le regard de Martin. « Ah bon, quel genre de bijou ?» demanda-t-il d'un ton délibérément désinvolte. « Un médaillon », répondit Serge en l'observant attentivement, en forme de papillon. Le visage de Martin resta impassible, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le dossier. « Curieuse coïncidence, dit-il finalement, dit-il. Les papillons, c'est commun. » Celui-ci avait une imperfection sur l'aile gauche. Cette fois, la réaction fut imperceptible, mais Serge la sentit. 23 ans d'amitié et d'affaires communes lui avaient appris à lire Martin comme un livre ouvert. Du moins le croyait-il jusqu'à récemment. « Écoute, je dois filer », enchaîna Martin en consultant ostensiblement sa montre. « J'ai cette réunion avec les investisseurs japonais. On dîne toujours ensemble ce soir. »« Bien sûr », acquiesça Serge. « Au Bristol, comme d'habitude. » Après le départ de Martin, Serge déverrouilla le tiroir inférieur de son bureau et en sortit une vieille boîte en bois de rose. À l'intérieur, soigneusement préservée dans un sachet en soie,
se trouvait la facture jaunie du joaillier parisien qui avait créé le médaillon de papillon 23 ans plus tôt. En dessous, une photo de Claire portant fièrement le bijou à leur mariage, son sourire lumineux, cette fossette sur sa joue gauche, la même que celle de Juliette. Serge saisit son téléphone. « Charlotte, trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur les orphelinats de la région PACA, particulièrement ceux près de Saint-Rémy de Provence, et contactez discrètement ce détective privé que nous avons employé pour l'affaire Dumont. Dites-lui que c'est personnel et confidentiel, dans un immeuble médical moderne à la périphérie de Genève. » Martin Pichon traversait à grandes enjambées le parking souterrain. Son visage affable s'était transformé en un masque de contrariété. Il entra dans sa Mercedes et composa un numéro sur un téléphone prépayé. « C'est moi », dit-il sèchement quand son interlocuteur décrocha. « Il a vu le médaillon, je ne sais pas comment c'est possible. » Mais cette petite serveuse de Saint-Rémy l'avait autour du cou. Il écouta un moment, puis frappa le volant du plat de la main. « Non, il n'a pas encore fait le lien. Mais Serge n'est pas idiot. Il va creuser. Oui, j'ai encore besoin de temps avant la transaction finale. Le microprocesseur dans ce foutu médaillon est la dernière pièce du puzzle. » Martin raccrocha, démarra la voiture et quitta le parking. 15 minutes plus tard, il franchissait les portes d'une clinique privée nichée dans les contreforts des Alpes suisses. L'établissement, aux allures de station thermale luxueuse, cachait en réalité un centre de soins pour patients fortunés, désireux de rester anonymes, ou, dans certains cas, pour des patients qui devaient y rester invisibles. « Bonjour, monsieur Pichon », le salua la réceptionniste avec un sourire professionnel. « Le docteur Keller vous attend. » Martin suivit le couloir jusqu'à un bureau austère, où un homme d'une 60aine d'années l'accueillit. « Quelles sont les constantes aujourd'hui ?» demanda Martin sans préambule. « Stables, comme depuis 23 ans, » répondit le docteur Keller, en lui tendant un dossier. « Mais je dois vous avertir que nous avons dû ajuster la médication le mois dernier. Avec l'âge du sujet, les dosages précédents devenaient risqués. » Martin feuilleta rapidement le rapport médical, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Aucun signe de conscience. Des fluctuations occasionnelles de l'activité cérébrale, rien d'inhabituel pour un coma induit de longue durée. Vous êtes sûr de vouloir maintenir ce protocole, après tout ce temps? Je paie pour votre expertise médicale, docteur, pas pour vos opinions, coupa sèchement Martin. Je veux la voir. Le médecin le conduisit à travers un dédale de couloirs, jusqu'à une aile isolée de la clinique. Une infirmière se leva à leur approche et déverrouilla la porte d'une chambre privée. Allongée sur un lit médicalisé entouré d'équipements sophistiqués, une femme d'environ 45 ans semblait dormir paisiblement. Ses cheveux, autrefois blonds, désormais striés de gris, encadraient un visage qui, malgré les années d'immobilité, conservait une beauté éthérée. Des tubes et des capteurs la reliaient aux machines qui surveillaient ses constantes vitales et lui administraient un cocktail précis de sédatifs. Martin s'approcha et caressa tendrement sa joue. « Bonjour Claire », murmura-t-il. « Tu es toujours aussi belle. » Ses doigts descendirent jusqu'à son cou, où une fine chaîne en argent brisé pendait, dépourvue de son médaillon. « Si seulement tu savais à quel point je suis proche du but, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, à Paris, dans l'appartement d'un immeuble haussmannien donnant sur le parc Monceau. » Un homme aux traits aristocratiques sirotait un scotch en admirant un tableau fraîchement acquis chez Christie's. Gabriel Chevalier, cousin de Serge et héritier d'une branche collatérale de la famille, était connu pour son goût impeccable et son style de vie flamboyant. Son téléphone vibra. Un message de son cousin. « Dîner annulé avec Martin ce soir. Besoin de te voir. Affaire familiale. » Gabriel fronça les sourcils. Serge n'employait jamais l'expression « affaire familiale » à la légère. Son majordome annonça un visiteur. « Monsieur de Brémond est arrivé. » Un jeune homme élégant mais à l'allure plus décontractée entra dans le salon. « Gabriel, il faut qu'on parle du vernissage de... »« Plus tard, Bruno, » l'interrompit Gabriel. « Je viens de recevoir un message inquiétant de mon cousin. Bruno de Brémond, fils d'un éminent médecin suisse et ami d'enfance de Gabriel, se servit un verre sans attendre d'invitation. Serge Chevalier, le grand patron. J'ai entendu dire qu'il avait perdu un gros contrat en Chine. Ce n'est pas à propos d'affaires, répondit Gabriel, pensif. C'est familial. Bruno haussa les épaules. En parlant de rencontres, j'ai croisé une fille fascinante lors de mon dernier passage à Saint-Rémy, une serveuse dans un café routier.
Imagine-toi une beauté naturelle, pas comme ces poupées parisiennes trop maquillées. Gabrielle esquissa un sourire moqueur. Toi, intéressé par une serveuse de province, c'est nouveau. Elle avait quelque chose de particulier, répondit Bruno, son regard soudain distant. Un médaillon en forme de papillon qu'elle ne quittait jamais. Elle s'appelait Juliette. Le téléphone de Gabrielle vibra à nouveau. Recherche discrète sur orphelinat en Provence. Viens seul. Gabrielle fixa l'écran, intriguée. Pourquoi son cousin, l'homme d'affaires le plus pragmatique de Paris, s'intéressait-il soudainement aux orphelinats provençaux? Et pourquoi cette demande de discrétion, surtout vis-à-vis de Martin, son bras droit depuis toujours? « Bruno, tu peux me rendre un service ?» demanda-t-il en reposant son verre. « J'aimerais en savoir plus sur cette Juliette. » Dans son bureau, Serge ouvrait un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Il en sortit un épais dossier portant la mention « Accident du 17 juin 2002, confidentiel », les rapports d'enquête officielle sur le crash du jet privé qui avait coûté la vie à Claire. Du moins, c'est ce qu'il avait toujours cru. Pour la première fois en 23 ans, Serge Chevalier commençait à douter. Et le doute, pour un homme comme lui, était le premier pas vers une vérité qui pourrait tout bouleverser. Sur son écran d'ordinateur s'affichait le relevé d'un compte offshore au nom d'une société écran, des versements mensuels réguliers depuis 23 ans, à destination d'une clinique privée suisse. Des versements signés. Martin Pichon. Encore ce cauchemar, demanda Jeanne en posant une tasse de tilleul fumant sur la table de la cuisine. Juliette, le visage encore marqué par la fatigue, acquiesça silencieusement, les mains tremblantes. Elle serra son médaillon, geste instinctif qui suivait toujours ses rêves. Toujours le même, murmura-t-elle. Cette femme blonde qui me tend le médaillon, ses yeux sont si tristes, grand-mère. Et cette fois, j'ai entendu sa voix, elle disait que le papillon trouverait toujours son chemin. Jeanne, femme robuste aux cheveux blancs coupés courts, s'assit face à sa petite fille adoptive, ses mains ridées, marquées par 70 ans de labeur, se crispèrent imperceptiblement sur la toile cirée. Les rêves ne sont que des rêves. Ma petite, dit-elle avec une assurance feinte. Celui-ci semblait si réel, insista Juliette. Et puis, il y a cet homme l'autre jour, ce Parisien avec sa Maserati. Tu aurais dû voir sa réaction quand il a vu mon médaillon. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Jeanne détourna le regard, prétextant de s'affairer près de l'évier. Les riches sont bizarres, tu sais, ils devaient être surpris qu'une fille comme toi possède un bijou de valeur. Ce n'était pas ça, répliqua Juliette en secouant la tête. C'était comme s'il le reconnaissait. Le silence qui suivit fut rompu par le tintement de la clochette de la porte d'entrée de La Mariposa. Jeanne s'essuya les mains sur son tablier avec un soulagement mal dissimulé. Voilà ton premier client. File travailler, au lieu de ressasser ses histoires. Midi approchait, et le café était désormais rempli d'habitués. Ouvriers agricoles, routiers et quelques touristes égarés. Juliette virevoltait entre les tables, servant café et plats du jour avec cette efficacité souriante qui fidélisait la clientèle. 2 pastis et une salade niçoise pour la 3, lança-t-elle à Marius, le cuisinier quinquagénaire qui officiait derrière le comptoir. La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer 2 hommes dont l'allure détonnait dans ce cadre rustique. Le premier, grand et élancé, portait un costume clair qui criait « Paris » à chaque mouvement. Le second, plus décontracté mais tout aussi élégant, arborait des lunettes de soleil qu'il retira en entrant. Juliette sentit son cœur faire un bond. C'était lui, le neveu du médecin suisse qui venait parfois dans la région. Bruno quelque chose. Ils avaient échangé quelques mots lors de ses précédentes visites. « Regarde, c'est elle » murmura Bruno à son compagnon. « La fille dont je t'ai parlé. » Gabrielle Chevalier observa Juliette avec un intérêt non dissimulé. Était-ce vraiment elle, cette mystérieuse personne que son cousin recherchait? Cette simple serveuse au sourire facile et aux yeux intelligents. « Messieurs, installez-vous où vous voulez », les accueillit Juliette avec un sourire professionnel. Tout en jetant un coup d'œil furtif à Bruno, Gabrielle choisit une table près de la fenêtre. « Vous nous recommandez quoi, mademoiselle ?»« Juliette », compléta-t-elle. « La dorade grillée et fraîche du matin. » Bruno la dévisageait sans retenue. « On s'est déjà rencontrés, non ? Je suis Bruno de Brémond, médecin à Genève. Vous venez parfois avec votre père, confirma Juliette. Je me souviens, et voici mon ami.
Gabriel Chevalier, ajouta Bruno. Le nom fit tiquer Juliette. Chevalier, comme l'homme d'affaires, celui qui fait la une des magazines économiques. Gabriel sourit avec charme. Serge est mon cousin, une grande famille, les Chevaliers. Il observa discrètement le cou de Juliette, cherchant le fameux médaillon, mais il était dissimulé sous son chemisier. Vous habitez par ici depuis longtemps, demanda Bruno, tentant d'orienter la conversation vers les origines de la jeune femme. Depuis toujours, répondit Juliette, élevée par ma grand-mère après l'orphelinat. Gabriel échangea un regard entendu avec Bruno. L'orphelinat de Saint-Rémy, Juliette fronça les sourcils, soudain méfiante. Pourquoi ces questions? Simple curiosité, répondit Gabriel avec un sourire désarmant. Je soutiens plusieurs associations pour enfants défavorisés. L'arrivée de nouveaux clients sauva Juliette d'un interrogatoire qui commençait à la mettre mal à l'aise. « Je reviens prendre votre commande », dit-elle, avant de s'éloigner rapidement. De l'autre côté du café, accoudée au comptoir, Jeanne observait l'échange avec une inquiétude grandissante. D'abord ce Parisien en Maserati, maintenant ces deux jeunes hommes chics qui posaient trop de questions. Après 23 ans de tranquillité, le passé semblait soudain vouloir ressurgir. À Paris, Serge examina le rapport que venait de lui remettre Charlotte, son assistante. « Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur l'orphelinat Saint-Joseph près de Saint-Rémy, » dit-elle. « Et le détective Moreau vous attend. » Un homme trapu d'une 50aine d'années entra dans le bureau. Henri Moreau avait cette discrétion qui caractérise les meilleurs dans sa profession, presque invisible jusqu'à ce qu'il parle. « Monsieur Chevalier, » salua-t-il, « votre assistante a mentionné une affaire personnelle. » Serge attendit que Charlotte se retire pour répondre. « J'ai besoin de vos services pour une enquête confidentielle. » Aucune trace écrite, aucun rapport officiel. « Je comprends. Il s'agit d'une jeune femme. » Continua Serge en lui tendant une photo prise discrètement avec son téléphone lors de sa visite à la Mariposa. Juliette, serveuse à Saint-Rémy, orpheline, élevée par sa grand-mère, une certaine Jeanne. Je veux tout savoir sur elle. Le détective examina la photo avec un professionnalisme détaché. Quel est votre intérêt pour cette personne, si je puis me permettre? Serge hésita. Elle porte un bijou qui appartenait à ma femme. Un bijou qui a disparu lors d'un accident d'avion il y a 23 ans. Vous pensez à un vol. Je pense à bien plus que ça. Moreau, ma femme était enceinte de 4 mois lors de cet accident. L'âge de Juliette correspond. Le détective leva un sourcil. Vous suggérez que votre femme aurait survécu et... Je ne suggère rien, coupa Serge. Je veux des faits et je veux aussi que vous enquêtiez sur ces transferts bancaires. Il lui tendit un relevé de compte. Des versements mensuels vers une clinique suisse, effectués par Martin Pichon, mon associé. Moreau siffla doucement. Vous soupçonnez votre propre associé. Martin était le meilleur ami de ma femme avant de devenir le mien. Et c'est lui qui a identifié son corps après l'accident. Un corps si gravement brûlé que l'identification était quasi impossible. Compléta Moreau, en parcourant le dossier sur l'accident que Serge lui avait fourni. Écoutez, monsieur Chevalier, ce que vous suggérez ici, c'est énorme. Si votre associé a falsifié une identification, s'il a orchestré la disparition de votre femme. Je ne veux pas de suppositions, Moreau, juste des preuves. Commencez par la clinique suisse, à la clinique des Alpes. L'infirmière Sophia Bennett vérifiait les constantes de Claire, contrairement aux autres soignants. Sophia s'était toujours demandé qui était réellement cette patiente maintenue dans un coma artificiel depuis si longtemps. Les visites mensuelles de cet homme d'affaires parisien, les ordres stricts concernant sa médication, l'absence totale de famille, tout cela alimentait ses soupçons. Elle remarqua une légère fluctuation sur l'électroencéphalogramme, rien d'alarmant, mais inhabituel pour un coma aussi profond, comme si, quelque part dans les profondeurs de sa conscience, Claire luttait pour remonter à la surface. Sophia ajusta légèrement la perfusion, réduisant imperceptiblement le dosage du sédatif, pas assez pour être remarqué lors des contrôles, mais suffisamment pour voir si ces fluctuations se reproduiraient. « Qui êtes-vous vraiment ?» murmura-t-elle à la patiente silencieuse. « Et pourquoi vous garde-t-il endormie depuis si longtemps ?» sous ses paupières closes. Les yeux de Claire s'agitèrent légèrement, comme pris dans un rêve où une petite fille courait vers elle, un médaillon de papillon scintillant au soleil. De retour à la Mariposa, Juliette terminait son service. Les deux hommes élégants étaient repartis, non sans que le dénommé Gabriel ait laissé son numéro de téléphone et une invitation à le contacter
si elle passait par Paris. Méfie-toi des beaux parleurs parisiens, la prévint Jeanne en rangeant la vaisselle. Juliette sourit. Il était simplement poli, grand-mère. Mais Jeanne ne souriait pas. Son visage reflétait une inquiétude profonde. Juliette, il y a quelque chose que je dois te dire, à propos de ton médaillon. Qu'est-ce qu'il a? Mon médaillon, demanda Juliette, soudain alerte. La vieille femme sembla hésiter, puis secoua la tête. Rien, ma chérie, c'est juste que j'ai travaillé pour une grande famille parisienne, avant toi, les Chevaliers. Juliette écarquilla les yeux. Les Chevaliers, comme ce Gabriel, comme ce Serge aussi, celui avec la Maserati, ajouta Jeanne. J'étais leur gouvernante, il y a longtemps. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça? Jeanne détourna le regard. Le passé est le passé, ma petite. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. Avant que Juliette puisse l'interroger davantage. Le téléphone sonna. C'était Bruno. Juliette, c'est Bruno de Brémond. J'aimerais te revoir, si tu es d'accord, pour parler, simplement. Dans l'obscurité grandissante de cette soirée d'été, les fils invisibles du destin commençaient à se tendre, rapprochant inexorablement des vies séparées par le mensonge et le temps. 5 000 €, madame, en liquide. L'infirmière Sophia Bennett regarda l'enveloppe que lui tendait Serge Chevalier. Ils se tenèrent dans un café discret à quelques kilomètres de la clinique, loin des regards indiscrets. « Ce que vous me demandez pourrait me coûter mon emploi, monsieur Chevalier », répondit-elle. Mal à l'aise. 10 000 ? Alors, plus un poste dans l'une de mes cliniques parisiennes si les informations s'avèrent exactes. Sophia hésita. L'argent était tentant, mais ce n'était pas sa seule motivation. Depuis des années, elle s'interrogeait sur cette mystérieuse patiente et l'homme qui payait pour son maintien en coma artificiel. « Je ne peux pas vous donner accès à son dossier médical complet, » dit-elle finalement. « Mais je peux vous dire ce que je sais. Elle est enregistrée sous le nom de Madeleine Pichon. Officiellement, elle aurait subi un grave traumatisme crânien lors d'un accident de voiture il y a 23 ans. » Serge sentit son cœur s'accélérer. « Pichon, comme Martin Pichon. D'après les registres, elle serait sa sœur, mais... » Sophia baissa la voix. « Je travaille dans cette clinique depuis 8 ans, et je n'ai jamais vu ce M. Pichon se comportait comme un frère envers elle, la façon dont il la touche, dont il lui parle quand il croit être seul. » Serge serra les poings sous la table. « A-t-elle des cicatrices particulières ?» Sophia réfléchit un instant. Une longue cicatrice sur le bas-ventre, comme après une césarienne d'urgence, et une autre le long de la colonne vertébrale, probablement due à une opération après l'accident. Ah, et elle porte toujours cette chaîne en argent cassée autour du cou, une chaîne cassée. Sans médaillon, je dois la voir, déclara Serge. Impossible. La sécurité est draconienne et M. Pichon a donné des instructions strictes. J'ai construit un empire en rendant possible l'impossible, Madame Bennett. Dites-moi quand Pichon effectue sa prochaine visite et trouvez-moi un moyen d'entrer dans cette chambre. Pour le reste, il sortit un deuxième paquet d'enveloppes. Considérez ceci comme une avance sur votre futur salaire à Paris, dans un restaurant chic du centre de Saint-Rémy. Juliette se sentait terriblement déplacée. Sa robe simple, la plus élégante qu'elle possédait, paraissait fade comparée aux tenues des autres clientes. Face à elle, Bruno de Brémond sirotait un vin blanc, parfaitement à l'aise. « Merci d'avoir accepté mon invitation », dit-il avec un sourire chaleureux. « J'espère que le choix du restaurant te convient ?» « C'est intimidant, » avoua Juliette. « Je sers habituellement des sandwichs à des routiers, pas des langoustines à des médecins genevois. » Bruno rit. « C'est justement ce que j'apprécie chez toi, cette authenticité. » Le serveur leur apporta les entrées. Juliette remarqua que Bruno fixait régulièrement son cou, là où se cachait son médaillon sous le tissu de sa robe. « Ton pendentif, tu le portes toujours ?» demanda-t-il comme par hasard. Juliette porta instinctivement la main à son cou. « Oui, pourquoi cette question ? Simple curiosité. Gabriel m'a dit que son cousin s'intéressait aux bijoux anciens. Gabriel, le cousin de Serge Chevalier. » Bruno acquiesça. « Ils sont très proches. D'ailleurs, il m'a dit que Serge t'avait rencontré récemment. Une panne de voiture, je crois. » Juliette sentit une alarme intérieure se déclencher. « Trop de questions, trop de coïncidences. Qu'est-ce que vous me voulez, tous ? D'abord Serge Chevalier qui pâlit en voyant mon médaillon, puis toi et Gabriel qui apparaissez comme par hasard et maintenant ces questions. » Bruno posa sa main sur la sienne. « Ne te méprends pas, Juliette. Je suis sincèrement intéressé par toi.
Mais je dois aussi admettre que ton médaillon intrigue beaucoup de monde. Pourquoi ? Ce n'est qu'un bijou en argent. Peut-être pas, répondit Bruno, son expression devenant grave. As-tu déjà essayé de l'ouvrir ? Juliette fronça les sourcils. L'ouvrir, c'est un pendentif, pas un médaillon qui s'ouvre. Bruno allait répondre quand son téléphone vibra. Il consulta l'écran et son visage se transforma. « Je dois partir », dit-il précipitamment en se levant. « Une urgence à la clinique. »« Quelle clinique ?» demanda Juliette, surprise. « Celle où travaille mon père, dans les Alpes, » répondit-il vaguement. « Je suis désolé. Le dîner est payé, je te rappellerai. » Il déposa un baiser rapide sur sa joue et disparut. Laissant Juliette seule avec ses questions et un malaise grandissant, elle sortit son médaillon et l'examina soigneusement. Pour la première fois, elle remarqua une fine rainure le long du bord, comme si ses pensées furent interrompues par l'arrivée surprise de Gabriel Chevalier, qui s'installa nonchalamment à la place laissée vacante par Bruno. « Pardonne mon intrusion », dit-il avec un sourire charmeur. « Bruno m'a appelé pour me dire qu'il devait te laisser. Je me suis dit que ce serait dommage de gâcher un tel dîner. » À la clinique des Alpes, l'agitation régnait. Le docteur Keller, blême, accueillit Martin Pichon dans son bureau. « Que se passe-t-il » exigea Martin. « Elle a eu un pic d'activité cérébrale », expliqua le médecin, montrant un graphique sur son écran. Pendant presque 10 minutes, son cerveau a fonctionné comme celui d'une personne consciente. Comment est-ce possible ? Les dosages sont respectés, selon les rapports. Le docteur Keller retira ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, monsieur Pichon, maintenir quelqu'un dans un coma artificiel pendant 23 ans dépasse toute éthique médicale. Il y aura forcément des complications. Je ne vous paie pas pour avoir une conscience, docteur, » coupa sèchement Martin. « Je vous paie pour maintenir l'état actuel. Doubler les doses s'il le faut. Ce serait dangereux. Son corps vieillit, ses organes. Combien de temps avant qu'elle se réveille complètement si nous cessons la médication ?» Le médecin soupira. Difficile à dire. Des jours, peut-être des semaines. Mais après tant d'années, les dommages neurologiques seraient considérables. Elle pourrait ne jamais retrouver toutes ses facultés. Sa mémoire, c'est justement ce qui m'inquiète, murmura Martin. Augmenter la surveillance. Personne n'entre dans cette chambre sans mon autorisation explicite. Dans la chambre en question, Sophia réajustait discrètement la perfusion de Claire. Le plan était risqué, mais c'était le seul moyen d'aider Serge Chevalier à voir de ses propres yeux cette femme qui pourrait être son épouse disparue. Claire s'agita légèrement dans son sommeil artificiel, derrière ses paupières closes. Ses yeux bougeaient rapidement, comme si elle rêvait intensément. Un murmure inaudible s'échappa de ses lèvres. Dans son hôtel parisien, le détective Moreau compilait les informations recueillies. Le dossier sur l'accident d'avion présentait des incohérences troublantes. Les boîtes noires n'avaient jamais été retrouvées. L'identification des corps, effectuée par Martin Pichon, s'était basée principalement sur des objets personnels et des analyses dentaires partielles. Plus étrange encore, il avait découvert que le pilote habituel des Chevaliers avait été remplacé au dernier moment par un certain Alain Meunier, qui n'avait laissé aucune trace administrative après l'accident, comme s'il n'avait jamais existé. Son téléphone sonna. « Moreau, j'écoute. C'est Serge Chevalier. J'ai besoin que vous vous rendiez immédiatement à Saint-Rémy. Surveillez une jeune femme nommée Juliette. Mon cousin Gabriel est entré en contact avec elle. Vous ne faites pas confiance à votre propre cousin. Je ne fais plus confiance à personne. Moreau, surtout pas depuis que j'ai appris que Martin Pichon avait une sœur dans un coma artificiel depuis 23 ans dans une clinique suisse. » Le détective siffla doucement. « Vous pensez que c'est votre femme. Je le saurai demain. J'ai un plan pour entrer dans cette clinique, au restaurant de Saint-Rémy. » Gabriel charmait Juliette avec des anecdotes sur Paris, contrairement à Bruno. Il ne posait aucune question sur son médaillon ou son passé, préférant la séduire par sa conversation brillante et son attention flatteuse. « Tu devrais venir à Paris ?» suggéra-t-il. « Je t'emmènerai visiter des endroits que même les Parisiens ne connaissent pas. » Juliette sourit poliment. « Saint-Rémy me convient parfaitement. Une femme comme toi mérite mieux qu'un café routier, » insista Gabriel, couvrant sa main de la sienne. Juliette retira doucement sa main. « Ma grand-mère, Jeanne, m'a dit qu'elle avait travaillé pour votre famille autrefois. » Gabriel parut surpris. « Vraiment, je l'ignorais. Il faudra que j'en parle à Serge. » « Pourquoi Serge spécifiquement ? C'est lui qui gérait la maison familiale après la mort de mes oncles. D'ailleurs,
Il sera ravi d'apprendre cette coïncidence. Il a parlé de toi, tu sais? De moi. Juliette sentit son pouls s'accélérer. De ton médaillon? Plus précisément, Gabriel se pencha en avant, baissant la voix. Ce pendentif que tu portes appartenait à sa femme, Claire. Elle est morte dans un accident d'avion il y a 23 ans. Elle était enceinte. Juliette porta instinctivement la main à son ventre, comme en écho à cette femme qu'elle n'avait jamais connue. « Comment serait-ce possible ?» murmura-t-elle. « C'est justement ce que Serge cherche à comprendre, » répondit Gabriel. « Et c'est pourquoi je t'invite à Paris, pour rencontrer Serge officiellement, dans un cadre moins accidentel. » Le téléphone de Gabriel sonna. Il consulta l'écran et fronça les sourcils. « Bruno, » expliqua-t-il à Juliette, « il dit que c'est urgent, » tandis qu'il s'éloignait pour prendre l'appel. Juliette resta figée, l'esprit en ébullition. Son médaillon, sa seule possession venant de sa mère biologique, appartenait à la femme de Serge Chevalier, et cette femme était enceinte lors de l'accident. Pour la première fois de sa vie, Juliette commença à entrevoir la possibilité d'une identité différente de celle qu'elle avait toujours connue. L'obscurité, puis des flashs aveuglants, des bruits assourdissants, une douleur lancinante. Claire Renaud Chevalier flottait dans cet espace liminal entre conscience et sommeil artificiel. Des bribes de souvenirs, comme des éclats de verre brisés, perçaient le voile brumeux de son esprit. Un avion qui tangue violemment, des alarmes stridentes, la voix paniquée du pilote. « Mayday, Mayday, système hydraulique défaillant !» Sa main crispée sur son ventre légèrement arrondi, 4 mois de grossesse. Puis l'impact, le feu, la douleur, une silhouette floue se penchant sur elle, un visage qu'elle connaît bien. « Martin, aide-moi !» Le bébé, son sourire, différent, froid. « Tout va bien, Claire. Je m'occupe de tout. » Une piqûre, le noir. Sous ses paupières closes, les yeux de Claire s'agitèrent frénétiquement. Un moniteur cardiaque s'affola brièvement, avant de revenir à un rythme plus régulier. Dans le couloir, Sophia observait les relevés avec une attention particulière. La réduction progressive des sédatifs commençait à produire des effets. Claire émergeait lentement des profondeurs, à l'aube, dans le bureau luxueux des entreprises Chevalier. Serge et Martin partageaient un café, comme ils le faisaient depuis des décennies, une routine amicale qui, aujourd'hui, prenait des allures de duel silencieux. Le dossier japonais avance bien, commentait Martin en feuilletant des documents. Les projections financières sont prometteuses. Serge l'observait par-dessus sa tasse. Cet homme qu'il considérait comme son ami le plus loyal, presque un frère, semblait soudain étranger. Comment pouvait-on feindre si parfaitement la normalité tout en orchestrant une trahison aussi monstrueuse? « J'ai reçu une proposition intéressante hier », dit Serge d'un ton délibérément désinvolte. « Une clinique privée en Suisse cherche des investisseurs. » Le stylo de Martin marqua une pause imperceptible. « Vraiment, dans quelle région ? » Les Alpes, une clinique spécialisée dans les soins de longue durée, des patients fortunés qui cherchent. La discrétion. Martin reposa son stylo avec un calme étudié. « Ça ne correspond pas vraiment à notre portefeuille d'investissements habituel. C'est ce que j'ai pensé aussi, » acquiesça Serge. « Mais leur proposition financière est étonnamment attractive, presque comme si quelqu'un subventionnait cette clinique depuis des années. » Un silence tendu s'installa. Martin se leva finalement, consultant sa montre. « Je dois filer. J'ai un rendez-vous à Genève demain. Une histoire d'héritage familial à régler. » « Un héritage ?» Serge haussa un sourcil. « Je croyais que tu n'avais plus de famille proche. »« Une cousine éloignée, » répondit Martin avec un sourire crispé. « Rien d'important. » Après son départ, Serge saisit son téléphone. « Charlotte, contactez Sophia Benet à la clinique. Martin sera à Genève demain, c'est notre chance. » À Saint-Rémy, Juliette était assise sur le banc de pierre derrière la Mariposa, tournant et retournant son médaillon entre ses doigts. Pour la première fois en 23 ans, elle l'examina vraiment, cherchant la rainure que Bruno avait mentionnée. Jeanne sortit par la porte de service, essuyant ses mains sur son tablier. « Qu'est-ce que tu fabriques là, à rêvasser pendant ton service ?»« Grand-mère, » commença Juliette sans détour. « Tu dois me dire la vérité, ce médaillon appartenait à Claire Chevalier, n'est-ce pas ?» Le visage de la vieille femme se décomposa. « Qui t'a dit ça ?»« Gabriel Chevalier. Il dit que sa cousine par alliance portait un médaillon identique avant de mourir dans un accident d'avion.
Elle était enceinte. Grand-mère, Jeanne s'affaissa sur le banc, soudain vieillie de 10 ans. Je savais que ce jour viendrait, murmura-t-elle. J'ai prié pour qu'il n'arrive jamais, mais les secrets finissent toujours par se dévoiler. Alors c'est vrai, ce médaillon, je travaillais pour les chevaliers quand tu es arrivé à l'orphelinat, commença Jeanne. Choisissant soigneusement ses mots, j'ai reconnu ce bijou immédiatement, c'était celui de Madame Claire, un cadeau de Monsieur Serge pour leur mariage. Et tu n'as rien dit à personne? J'avais peur, ma petite. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire d'accident, Madame Claire. Enceinte de 4 mois, puis ce bébé qui apparaît à l'orphelinat avec son médaillon. Jeanne prit les mains de Juliette dans les siennes. J'ai pensé que quelqu'un cherchait à te protéger, peut-être de personnes dangereuses. Alors tu m'as adoptée pour me protéger. Je t'ai adoptée parce que j'ai aimé ta petite frimousse dès que je t'ai vue. Sourit tristement Jeanne. La protection est venue après, quand j'ai compris que tu pourrais être la fille des chevaliers. Juliette sentit le monde tourner autour d'elle. Tu crois que je suis leur fille, que ma mère n'est pas morte dans cet accident? Je ne sais pas, ma chérie. Mais ces hommes qui rôdent autour de toi maintenant, ces questions sur ton médaillon, quelque chose se réveille après toutes ces années. Dans la clinique des Alpes, Bruno de Brémond se tenait face à son père, le docteur Keller, directeur de l'établissement. « Tu ne comprends pas la gravité de la situation », disait le médecin. « Cette patiente est sous ma responsabilité depuis 23 ans. Son état commence à se détériorer et Pichon refuse toute modification du protocole. »« Parce que ce n'est pas sa sœur », répliqua Bruno. « C'est Claire Chevalier, l'épouse de Serge Chevalier, déclarée morte dans un crash aérien. » Le docteur Keller pâlit. « Comment sais-tu ça ? Je suis de la brigade financière. Papa, sous couverture depuis 2 ans, nous enquêtons sur un réseau de blanchiment d'argent impliquant les 3 plus grandes familles industrielles françaises. » Le médecin s'effondra dans son fauteuil. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?»« Tu as fait ce pourquoi Pichon te payait, » répondit Bruno sans ménagement. « Maintenant, tu vas m'aider à arranger une rencontre entre Serge Chevalier et sa femme. » À Paris, Martin Pichon franchissait les portes d'un club privé dans le 16e arrondissement. Dans un salon feutré, 3 hommes l'attendaient. « Le microprocesseur ?» demanda l'un d'eux sans préambule. « Je suis proche, » répondit Martin. « Mais nous avons un problème. Serge se doute de quelque chose. Après 23 ans, qu'est-ce qui a changé ?» Martin se servit un whisky, tentant de masquer sa nervosité. Il a rencontré la fille, et elle porte le médaillon. Un silence glacial accueillit cette révélation. « Le médaillon que vous aviez pour mission de récupérer il y a 23 ans, » précisa l'homme au centre. « Celui qui contient les coordonnées du coffre suisse et les preuves de notre arrangement. J'ai fait ce que j'ai pu, » se défendit Martin. « J'ai orchestré l'accident. J'ai fait croire à la mort de Claire et de l'enfant. Comment aurais-je pu savoir que Claire survivrait assez longtemps pour accoucher? Que quelqu'un recueillerait l'enfant avec le médaillon? Vos sentiments personnels pour Madame Chevalier ont compromis l'opération dès le début, » rétorqua sèchement l'homme. « Vous deviez l'éliminer, pas la garder comme une belle au bois dormant pendant 2 décennies. » Martin serra les poings. « J'ai respecté ma part du marché. Vos fonds ont été blanchis par les sociétés Chevalier pendant 23 ans, sans éveiller le moindre soupçon. Et maintenant, tout risque de s'effondrer parce que vous n'avez pas su gérer vos obsessions. Récupérez ce médaillon, Pichon. Éliminez tous les témoins gênants, ou nous nous en chargerons, à commencer par votre précieuse Claire. » Le lendemain matin, vêtu d'une blouse blanche et muni d'un badge contrefait, Serge suivait Sophia Bennett dans les couloirs aseptisés de la clinique, son cœur battait à tout rompre. « Elle est dans la chambre 23, » murmura l'infirmière. « J'ai réduit progressivement sa médication depuis 3 jours. Elle n'est pas consciente, mais son activité cérébrale augmente. Combien de temps ai-je » demanda Serge, la gorge nouée. 20 minutes maximum. Ensuite, le changement d'équipe. Sophia ouvrit la porte et s'effaça pour le laisser entrer. La pièce était plongée dans une semi-pénombre, les appareils médicaux émettant une lueur bleutée, et là, sur le lit, entourée de machines, Claire, souffla Serge, malgré les années, malgré la pâleur et l'amaigrissement. C'était bien elle. Ses cheveux, autrefois blonds, avaient grisonné, mais le visage, ce visage qu'il avait cru ne plus jamais revoir, il s'approcha en tremblant et prit sa main inerte dans la sienne, chaude, vivante. « C'est moi, Claire, c'est Serge. » Aucune réaction visible, mais un moniteur s'affola légèrement. « Je viens de la retrouver, notre fille, » continua-t-il. «
des larmes coulant librement sur son visage. « Elle a tes yeux, tu sais, et cette fossette quand elle sourit. » Il remarqua alors la fine chaîne d'argent brisée autour de son cou, celle qui aurait dû porter le médaillon que Juliette possédait désormais. « Je vais te sortir d'ici, » promit-il, « et je ferai payer celui qui nous a fait ça. » Dans l'obscurité de son esprit, Claire entendait, une voix familière perçait le brouillard de médicaments. Une voix aimée, Serge, et quelque part, comme un phare dans la nuit, un mot résonnait. Fille, elle avait une fille, vivante. Le laboratoire d'analyse médicale parisien était désert à cette heure tardive. Seul le docteur Vasseur, un vieil ami de Serge, attendait le résultat des tests ADN avec une impatience palpable. « Tu sais que c'est totalement irrégulier », marmonna-t-il en consultant son écran. « Comparer ton ADN avec celui d'une jeune femme qui n'a rien demandé, à partir d'un échantillon prélevé sur son verre à son insu. » Serge, immobile près de la fenêtre, fixait les lumières de Paris. « Je sais, Marcel, mais c'est ma seule option. Tu pourrais simplement lui parler, lui proposer un test officiel. Pas encore. Si je me trompe, je passerai pour un fou, et si j'ai raison, elle serait en danger. » L'imprimante s'anima soudain. Crachant une feuille que le médecin saisit, son expression passa de la concentration à la stupéfaction. « Alors » pressa Serge. « C'est indéniable », répondit le docteur Vasseur. « La compatibilité génétique indique clairement une relation père-fille. Cette Juliette est bien ton enfant biologique. » Serge ferma les yeux, submergé par l'émotion. Après 23 ans de deuil, apprendre non seulement que Claire était vivante, maintenue dans un coma artificiel, mais aussi que leur enfant avait survécu. Et l'autre échantillon, demanda-t-il d'une voix rauque. Le médecin consulta un second document. Également positif. L'ADN prélevé sur la patiente de la clinique suisse correspond à celui d'une mère biologique de Juliette. Serge s'assit lourdement, les jambes soudain faibles. « J'ai une fille, Marcel, et ma femme est vivante. » Le médecin posa une main compatissante sur son épaule. « Que vas-tu faire maintenant ? » « Détruire celui qui a fait ça, » répondit Serge. Son visage se durcissant, et récupérer ma famille, dans un café discret près des Champs-Élysées, Bruno attendait nerveusement, quand Serge Chevalier entra. Son visage était celui d'un homme transformé par la certitude. « Les tests sont positifs, » annonça Serge sans préambule. « Claire est vivante, et Juliette est notre fille. » Bruno hocha gravement la tête. « J'ai des révélations à vous faire également, Monsieur Chevalier. Je ne suis pas réellement médecin à Genève. » Il sortit discrètement une carte officielle. « Brigade financière. J'enquête sur un réseau de blanchiment d'argent impliquant plusieurs grandes familles industrielles françaises, dont potentiellement la vôtre. » Serge accusa le coup, son visage restant impassible. « Et Martin Pichon. Au centre de notre enquête, nous le soupçonnons d'utiliser vos entreprises comme façade pour blanchir l'argent d'un cartel international depuis plus de 20 ans. Et Claire, pourquoi la garder en vie ?» Bruno hésita. D'après nos informations, il était obsédé par elle. Il a orchestré l'accident d'avion quand il a appris sa grossesse, mais n'a pas pu se résoudre à la tuer. Le maintien dans le coma était sa solution. « Monstrueux », murmura Serge. « Il y a autre chose », poursuivit Bruno. « Le médaillon que porte Juliette, nos experts pensent qu'il contient un microprocesseur avec des coordonnées bancaires et des preuves compromettantes. Comment savez-vous tout ça ? Nous surveillons Martin depuis des mois. Ses communications avec certains membres du cartel ont été interceptées. C'est pour ça que je me suis rapprochée de Juliette à Saint-Rémy. » Une lueur dangereuse traversa le regard de Serge. « Si vous l'avez utilisée, au début c'était pour l'enquête, » admit Bruno. « Mais ensuite, je l'ai vraiment appréciée pour ce qu'elle est. » Serge scruta le jeune homme. « Nous avons un ennemi commun. Que proposez-vous ? Une opération conjointe, vous, pour récupérer votre famille, nous, pour démanteler ce réseau criminel. Mais il nous faut ce médaillon. Et comment comptez-vous l'obtenir ?» Bruno sourit légèrement. « J'ai invité Juliette à Paris. Elle arrive demain. » Martin Pichon faisait les 100 pas dans sa suite du Ritz. Ses plans s'effondraient comme un château de cartes. D'abord, la visite inattendue de Serge à la clinique. Les caméras de sécurité l'avaient clairement identifié malgré son déguisement. Puis, cette convocation du comité d'éthique médicale suisse concernant le traitement de Madeleine Pichon. Son téléphone sonna. « Nos hommes ont localisé la fille », annonça une voix grave. « Elle prend le train pour Paris demain matin. Le médaillon, toujours autour de son cou. » Martin réfléchit rapidement. « Interceptez-la à la gare.
Récupérez le médaillon et éliminez-la. Faites passer ça pour un vol qui a mal tourné. Et pour Claire Chevalier, je m'en occupe. Préparez une ambulance et une équipe médicale pour demain soir. Nous la déplacerons vers la propriété de Côme. Martin raccrocha, puis composa un autre numéro. Gabriel, c'est Martin. J'ai besoin de ton aide pour distraire ton cousin demain soir. Il devient problématique. Juliette boucla sa modeste valise. Le cœur battant, Paris, elle n'y était jamais allée. Bruno l'avait appelée, insistant pour qu'elle vienne le rejoindre. Il avait des révélations importantes à lui faire sur son médaillon et sur ses origines. Jeanne l'observait depuis le seuil de sa chambre, le visage crispé d'inquiétude. « Tu ne devrais pas y aller seule, » dit-elle. « Ces gens sont dangereux. »« Bruno n'est pas dangereux, » protesta Juliette. « Et je dois savoir, grand-mère, toute ma vie, j'ai cru être orpheline, si mes parents sont vivants. Je comprends, ma petite, mais promets-moi d'être prudente, ce médaillon. » Jeanne s'approcha et prit le pendentif entre ses doigts, ridés. « Il pourrait valoir bien plus que son poids en argent. » Juliette fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » Quand je travaillais chez les Chevaliers, j'ai surpris une conversation entre Monsieur Serge et Madame Claire. Ils parlaient d'un plan de secours, quelque chose caché dans ce médaillon. Quelque chose qui pourrait protéger leur famille si jamais quoi. Si jamais les autres familles découvraient leur trahison. Jeanne soupira profondément. Les Chevaliers n'étaient pas seuls dans leurs affaires. Il y avait 2 autres familles, les Valmont et les Dufresne. Un triumvirat qui contrôlait une grande partie du commerce entre la France, la Suisse et l'Italie. Juliette s'assit lentement sur le lit. « Et tu crois que ce médaillon contient quelque chose lié à ces affaires ? Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais que Madame Claire le touchait toujours quand elle avait peur, comme s'il représentait une forme de sécurité, dans la chambre 23 de la clinique alpine. » Claire Renaud Chevalier vivait son premier moment de lucidité en 23 ans. Les réductions progressives de médicaments opérées par Sophia commençaient à produire leur effet. Ses yeux s'ouvrirent brièvement, se refermèrent, puis s'ouvrirent à nouveau. La lumière était aveuglante après tant d'années de ténèbres. « Madame Chevalier » murmura Sophia en se penchant vers elle. « Vous m'entendez » Claire tenta de parler, mais sa gorge était trop sèche, ses muscles atrophiés par des années d'immobilité. « Ne forcez pas » continua l'infirmière. « Clignez une fois pour oui, 2 fois pour non, vous savez qui vous êtes. » Un clignement. « Claire Chevalier » Un clignement. « Votre mari Serge est venu vous voir. Il sait que vous êtes vivante. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes. « Votre fille aussi est vivante, » ajouta Sophia. « Elle s'appelle Juliette. » Cette fois, Claire parvint à émettre un son étranglé. Sa main tremblante chercha son cou. Ne trouvant que la chaîne brisée, « Le médaillon » demanda Sophia. « Votre fille est là. Il est en sécurité. » Claire ferma les yeux, épuisée par ce bref moment de conscience. Mais dans l'obscurité de son esprit, des souvenirs commençaient à se reconstituer. L'accident, Martin qui lui injectait quelque chose, son bébé qu'on lui arrachait, et ce médaillon qui contenait bien plus qu'un simple souvenir, le code d'accès à un coffre suisse contenant les preuves d'un pacte criminel entre 3 familles, un pacte que Serge et elle avaient décidé de briser. Au siège de la Fondation Chevalier, les préparatifs battèrent leur plein pour le gala annuel. Martin supervisait personnellement chaque détail, son sourire affable masquant parfaitement sa tension intérieure. « Le programme est parfait », commenta-t-il en parcourant le déroulé de la soirée. « La remise du prix de l'entrepreneur de l'année sera le point culminant. » Son assistante hocha la tête. « Les invitations ont toutes été confirmées. L'élite économique française sera présente. » Et Serge. Il a confirmé sa présence. Il remettra lui-même le prix au lauréat. Martin sourit. Le lauréat, c'était lui. Quelle ironie que Serge doive lui remettre cette distinction, juste avant que tout s'écroule. Dans moins de 48 heures, Claire serait transférée, Juliette éliminée, le médaillon récupéré, et Martin Pichon disparaîtrait pour toujours, laissant Serge Chevalier face aux accusations de blanchiment d'argent qui l'attendaient, le parfait épilogue pour une vengeance minutieusement orchestrée pendant 23 ans. La gare de Lyon bourdonnait de cette effervescence typique des matinées parisiennes. Juliette, déboussolée par la foule et le bruit, cherchait la sortie principale où Bruno devait l'attendre. Son médaillon, comme toujours, reposait contre sa peau sous son chemisier, tel un talisman protecteur.
Elle ne remarqua pas les 2 hommes qui la suivaient discrètement depuis sa descente du train, ni le subtil signe de tête qu'ils échangèrent en s'approchant. Le premier accéléra pour la dépasser, tandis que le second calquait son rythme sur le sien. Soudain, une main ferme agrippa son bras, l'entraînant vers la droite. « Ne vous retournez pas. Continuez à marcher normalement », murmura une voix masculine. « Ces hommes vous suivent, et ils ne sont pas là pour vous souhaiter la bienvenue. » Juliette, paralysée par la peur, jeta un regard furtif à l'homme qui l'avait saisie. La cinquantaine, solide, l'air d'un fonctionnaire ordinaire, mais avec un regard perçant qui trahissait une vigilance professionnelle. « Qui êtes-vous » souffla-t-elle. « Henri Moreau, détective privé engagé par Serge Chevalier. Suivez-moi vers cette porte de service. » Ils s'engouffrèrent dans un couloir technique, puis dans une voiture noire qui démarra immédiatement. Au loin, Juliette aperçut les 2 hommes qui courèrent dans leur direction, leurs visages déformés par la colère. « Ils voulaient à votre médaillon », expliqua Moreau, probablement sur ordre de Martin Pichon. « Bruno est au courant. Il devait m'attendre. L'inspecteur de Brémond a été appelé en urgence. C'est lui qui nous a prévenus du danger. » Juliette se figea. L'inspecteur, le détective eut un sourire en coin. « Vous ignoriez qu'il travaille pour la brigade financière. C'est vrai qu'il joue bien son rôle de fils à papa. » La voiture filait maintenant sur le périphérique. Juliette, abasourdie, tentait d'assimiler cette révélation. Bruno, un policier infiltré. Et ces hommes prêts à l'attaquer en pleine gare. « Où m'emmenez-vous ?»« Dans un endroit sûr. Monsieur Chevalier souhaite vous parler. » Loin de Paris, dans la clinique des Alpes, le docteur Keller examinait Claire avec une nervosité croissante. Ces nouvelles périodes de conscience, bien que brèves, remettaient en question 2 décennies de compromissions éthiques. Ces constantes s'améliorent, nota-t-il sur son calepin, évitant le regard accusateur de son fils, Bruno, qui avait réussi à rejoindre la clinique après avoir organisé l'extraction de Juliette, secoua la tête avec dégoût. « Tu réalises ce que tu as fait ? Papa, maintenir une femme dans le coma pendant 23 ans, la séparer de sa fille. J'ignorais qu'elle avait un enfant quand Pichon l'a amenée ici, » se défendit le médecin. Elle était déjà dans le coma, grièvement blessée. Il a prétendu que c'était sa sœur, victime d'un accident de voiture qu'il avait laissée en état végétatif. « Et tu n'as jamais vérifié ?» La voix de Bruno vibrait de colère contenue. « Tu n'as jamais trouvé étrange qu'aucun membre de sa famille ne vienne la voir, hormis ce prétendu frère obsédé. » Le docteur Keller s'effondra dans son fauteuil. « L'argent, Pichon payait tellement bien au début. Je me disais que je lui offrais les meilleurs soins possibles. Puis le temps a passé. Les mensonges se sont accumulés. » Un bip strident interrompit sa confession. L'alarme de la chambre de Claire, ils se précipitèrent dans le couloir pour découvrir Sophia penchée sur Claire, dont les yeux grands ouverts fixaient le plafond avec terreur, tandis que son corps était secoué de convulsions. « Elle fait une crise !» cria l'infirmière. « La réduction des sédatifs a été trop rapide. » Le docteur Keller poussa sa collaboratrice pour examiner sa patiente. « Préparez 2 mg de lorazépam, vite !» Bruno saisit son poignet. « Non, si tu la rendors maintenant, nous perdons notre chance. Elle risque des dommages cérébraux irréversibles. Donne-lui une dose minimale, juste pour stabiliser la crise, » intervint Sophia. Elle essaie de nous dire quelque chose. En effet, malgré les spasmes, Claire tentait désespérément d'articuler des mots. Bruno se pencha vers elle. « Le médaillon » parvint-elle à murmurer avant que le sédatif ne fasse effet. « Microprocesseur, coffre, 3 familles. » Ses paupières s'alourdirent, mais elle lutta encore quelques secondes. Martin, frère, tué, puis elle sombra dans un sommeil plus léger que son précédent coma, laissant les 3 témoins interdits. « Qu'a-t-elle dit sur Martin et un frère ?» demanda Sophia. Bruno sortit son téléphone. « Je dois contacter Serge Chevalier immédiatement et faire des recherches sur la famille de Pichon dans un appartement sécurisé du 16e arrondissement. » Juliette faisait face à Serge Chevalier, entre eux, sur une table basse en verre, 2 tests ADN et une vieille photo de Claire portant le médaillon du papillon. « Je comprends que tout ceci soit difficile à accepter, » dit doucement Serge. « Mais les faits sont là. Tu es notre fille, à Claire et à moi. Notre enfant que nous croyions mort dans cet accident d'avion. » Juliette fixait la photo, hypnotisée par ce visage souriant qui ressemblait tant au sien, les mêmes yeux, la même fossette sur la joue gauche. Comment a-t-elle survécu?
demanda-t-elle d'une voix tremblante. Martin l'a sauvée de l'accident qu'il avait lui-même orchestré, mais au lieu de me prévenir, il l'a fait passer pour morte et l'a placée dans cette clinique, maintenue artificiellement dans le coma. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Serge se leva, incapable de contenir son agitation. Martin était obsédé par Claire depuis l'université quand elle m'a choisi. Il est devenu notre ami commun, toujours présent, toujours attentif. Je n'ai jamais soupçonné cette obsession malsaine. Et moi, Juliette toucha inconsciemment son médaillon. Comment ai-je survécu? D'après ce que nous avons reconstruit, Claire était encore en vie quand Martin l'a trouvée après le crash. Il l'a emmenée dans cette clinique, où tu es née par césarienne d'urgence, puis il t'a confiée à un orphelinat, avec ce médaillon comme seul lien avec ton passé. Pourquoi garder ce lien? C'était risqué. Je pense qu'il ne savait pas l'importance du médaillon. Claire l'a probablement caché à tous. Même à moi. Serge s'approcha et s'agenouilla devant elle. Ce bijou contient un microprocesseur avec les coordonnées d'un coffre suisse et des documents compromettants sur un pacte entre 3 familles industrielles françaises. Juliette sursauta. Mais c'est exactement ce que Jeanne m'a dit. Elle avait surpris une conversation entre vous. Jeanne? Serge sourit tristement. Notre fidèle gouvernante, elle t'a reconnue, n'est-ce pas? Elle t'a protégée toutes ces années. Le téléphone de Serge vibra. Un message de Bruno. Claire a parlé. Martin aurait un frère décédé. Vérifiez son passé. Serge fronça les sourcils. Moreau, appela-t-il le détective qui se tenait discrètement dans un coin. Cherchez tout ce que vous pouvez sur la famille de Martin Pichon, particulièrement un frère qui serait mort. Juliette observait cet homme, son père biologique, avec un mélange de fascination et d'appréhension. Qu'allons-nous faire maintenant? D'abord, examiner ce médaillon, répondit Serge. Puis préparer le piège qui nous débarrassera définitivement de Martin Pichon. Dans son bureau luxueux, Martin recevait son dernier visiteur de la journée, Gabriel Chevalier, dans un costume impeccable, sirotait un cognac en écoutant attentivement son plan. « C'est risqué », commenta-t-il. « Serge n'est pas idiot. S'il découvre que tu as orchestré ce faux appel pour l'éloigner pendant le transfert de Claire, il sera trop tard, » répliqua Martin avec assurance. « Une fois Claire en Italie et Juliette, neutralisée, j'aurai récupéré le médaillon et toutes les preuves seront effacées. » Gabriel fit tourner son verre pensivement. « Pourquoi me dire tout ça? Tu me places dans une position délicate vis-à-vis de mon cousin, parce que tu as autant à perdre que moi si les documents du coffre suisse sont révélés. Ton père était l'un des signataires du pacte, n'est-ce pas? » Le visage de Gabriel se durcit. « Mon père a payé sa part de culpabilité. Son suicide n'était pas un accident, quoiqu'en disant les rapports officiels. » Exactement. Et si Serge met la main sur ces documents, toute ta famille sera éclaboussée, tu perdras tout. Fortune, position sociale, réputation. Gabriel termina son verre d'un trait. Très bien, je l'occuperai pendant que tu transfères Claire. Mais je ne participerai pas à l'élimination de Juliette. Martin sourit froidement. Comme tu voudras, certaines tâches nécessitent des mains plus expertes. À peine Gabriel sortit, Martin composa un numéro sur son téléphone sécurisé. « C'est moi, le cousin est avec nous. Préparez l'équipe médicale pour demain soir. » Immédiatement après la réception de mon prix, il raccrocha, contemplant le discours qu'il prononcerait le lendemain en recevant le titre d'entrepreneur de l'année, son ultime performance avant de disparaître pour toujours, avec Claire comme seule compagne de sa nouvelle vie. Les lumières du Grand Palais scintillaient comme autant d'étoiles terrestres. Le gratin de la société parisienne, dans ses plus beaux atours, affluait vers l'entrée principale pour le gala annuel de la Fondation Chevalier. Sous les flashs des photographes, Martin Pichon, impeccable dans son smoking, offrait son sourire le plus charmant, celui d'un homme sur le point d'être couronné pour l'œuvre de sa vie. À quelques mètres, dissimulé derrière une colonne, Bruno observait la scène, un micro discret à la boutonnière. « Le suspect vient d'arriver », murmura-t-il à l'intention de son équipe. « Tout est en place. » « Affirmatif », répondit une voix dans son oreillette. 12 agents en position, toutes les issues couvertes. L'équipe d'intervention est prête. Dans une voiture garée à distance, Serge et Juliette attendaient, tendus comme des arcs. Pour la première fois, la jeune femme portait une robe de soirée élégante, choisie à la hâte dans une boutique de luxe. Son médaillon, soigneusement ouvert et équipé d'un traceur miniature, brillait à son cou.
« Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Serge, l'inquiétude assombrissant son regard. « Tu pourrais rester ici, en sécurité. » Juliette serra le pendentif entre ses doigts. « C'est aussi mon combat. Ma mère a passé 23 ans dans un coma à cause de cet homme, et j'ai le droit de voir son visage quand il comprendra qu'il a perdu. » Serge reconnut dans cette détermination celle de Claire. Cette force tranquille qui l'avait toujours impressionné chez sa femme, il acquiesça silencieusement, puis activa son téléphone. « Moreau, où en est-on avec la clinique ?» La voix du détective crépita dans le haut-parleur. « L'ambulance de Pichon est en position comme prévu. 4 hommes habillés en personnel médical. Sophia nous tient informés de l'intérieur. Dès que Pichon donnera l'ordre, nous interviendrons. Et le dossier sur son frère. Confirmé, Martin avait un frère aîné, Philippe Pichon, décédé il y a 25 ans dans l'explosion d'un yacht au large de Monaco. Le yacht appartenait à... Laissez-moi deviner. L'une des 3 familles du pacte. Exactement, les Dufresne. Officiellement un accident, mais les rumeurs de l'époque évoquaient un règlement de compte lié au trafic de devises. Serge et Juliette échangèrent un regard. « Voilà donc sa motivation », murmura Serge. « Une vengeance contre le cartel qui a tué son frère. En utilisant mon entreprise comme façade de blanchiment, et ma mère et moi comme dommages collatéraux, ajouta Juliette amèrement. « Il est temps, » annonça Serge en consultant sa montre. L'heure de la vérité, à l'intérieur du Grand Palais, Martin naviguait avec aisance entre les groupes d'invités. Acceptant félicitations et poignées de main comme son dû, au fond de la salle, il aperçut Gabriel qui discutait avec le ministre de l'économie. Tout se déroulait parfaitement selon son plan. Martin, mon ami, une tape vigoureuse sur l'épaule le fit se retourner. Serge Chevalier, rayonnant dans son smoking, lui tendait une coupe de champagne. Le grand soir, enfin. Personne ne mérite cette reconnaissance plus que toi. Martin masqua sa surprise sous un sourire affable, acceptant le verre. Serge, je pensais que tu serais retenu par cette urgence à Londres, et manquer la consécration de mon plus vieil ami. Jamais. Serge leva son verre en un toast silencieux. À la loyauté. Quelque chose dans son regard mit Martin mal à l'aise. Je suis touché, répondit-il prudemment. Mais j'ai cru comprendre que ton cousin t'avait parlé d'un problème urgent. Gabriel est parfois trop zélé, répliqua Serge avec désinvolture. Rien qui ne puisse attendre demain. Martin sentit une sueur froide perler à son front. Si Serge était là, qui surveillait Claire à la clinique, il extirpa discrètement son téléphone et envoya un message rapide à son équipe médicale. Exécuté immédiatement. Les lumières de la salle diminuèrent, tandis que le maître de cérémonie invitait les convives à rejoindre leur table pour le dîner. Martin s'excusa auprès de Serge et se dirigea vers les toilettes, nécessitant un moment de solitude pour réorganiser son plan. Dans le miroir, il observa son visage tendu. Tout pouvait encore fonctionner. Une fois Claire transférée et le médaillon récupéré, il disparaîtrait sans laisser de traces. Ses 23 années de patience touchaient enfin à leur fin. Son téléphone vibra. Complications à la clinique, besoin d'instructions. Martin jura entre ses dents et s'enferma dans une cabine pour appeler. « Que se passe-t-il » siffla-t-il. « La patiente a disparu » répondit une voix tendue. « La chambre est vide. » L'infirmière aussi. Martin sentit son monde s'effondrer. Impossible. Vérifier toutes les chambres, tous les... On a déjà cherché partout. Et pire, la police est en train d'encercler la clinique. Un rire désabusé échappa à Martin. Tout s'écroulait. Mais il lui restait une dernière carte. Le médaillon. Une fois en sa possession, il pourrait encore négocier avec le cartel. Peut-être même, la porte des toilettes s'ouvrit et des pas s'approchèrent de sa cabine. « Martin !» la voix de Gabriel. « Ils vont commencer la cérémonie. Tu es attendu sur scène. »« J'arrive !» répondit-il en retrouvant son calme. Une récompense publique, puis une disparition discrète. Ce n'était plus qu'une question de minutes, de retour dans la salle principale. Martin fut accueilli par un tonnerre d'applaudissements, tandis qu'il montait sur l'estrade. Serge, en tant que président de la fondation, l'attendait avec le trophée et un large sourire. « Mesdames et messieurs, » commença Serge, « c'est avec un immense plaisir que je remets ce soir le prix de l'entrepreneur de l'année à un homme que je connais depuis plus de 30 ans. » Martin scrutait la foule, cherchant la moindre anomalie, quand son regard se figea sur une silhouette à l'entrée de la salle, une femme en fauteuil roulant, poussée par une infirmière, Claire, malgré les années,
Malgré la maladie, c'était bien elle. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, et Martin sentit une terreur glacée s'emparer de lui. Un homme qui a toujours été à mes côtés dans les moments difficiles, continuait Serge, sa voix prenant soudain une inflexion plus dure. Un homme qui s'est montré particulièrement présent après la tragique disparition de ma femme Claire. Un murmure parcourut l'assemblée, quand Claire commença à avancer lentement vers l'estrade, soutenue par Sophia. À ses côtés marchait une jeune femme que Martin n'avait aucun mal à reconnaître. Juliette, et au cou de la jeune fille, brillait le médaillon tant convoité. Un homme, poursuivit Serge, son masque de cordialité tombant complètement, qui a orchestré un accident d'avion, maintenu ma femme dans le coma pendant 23 ans, abandonné notre fille nouveau-née et utilisé mes entreprises pour blanchir l'argent d'un cartel international. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Les invités, pétrifiés, regardaient alternativement Serge, Martin et cette femme fantomatique qui s'avançait vers eux. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Parvint à articuler Martin, cherchant désespérément une issue. Ce n'est pas une mascarade, Martin, répondit Serge, implacable. C'est le jour du jugement. Claire avait atteint le pied de l'estrade. Malgré sa faiblesse apparente, ses yeux brillaient d'une détermination féroce. 23 ans, murmura-t-elle d'une voix rauque, suffisamment amplifiée par le micro que tenait Serge pour que toute la salle l'entende. Tu m'as volé 23 ans de ma vie. Tu as séparé une mère de sa fille. Tout ça pourquoi ? Martin, pour venger ton frère. Martin recula, heurté par cette mention de Philippe. Comment peux-tu savoir ? Le cartel qui a tué ton frère méritait peut-être ta vengeance, continua Claire. Mais nous, qu'avions-nous fait pour mériter ça ? La panique submergea Martin, dans un geste désespéré. Il arracha le trophée des mains de Serge et le projeta vers Claire. Dans la confusion qui s'ensuivit, il bondit de l'estrade, saisit brutalement Juliette par le bras et la traîna vers une sortie de secours. Un petit revolver soudainement apparut dans sa main. « Personne ne bouge !» hurla-t-il. « Ou je la tue, Juliette. » Malgré sa terreur, garda un sang-froid remarquable. Ses yeux croisèrent ceux de son père, puis ceux de Bruno qui s'était discrètement rapproché. Un plan silencieux s'échafauda entre eux en une fraction de seconde. « Tu ne vas nulle part, Martin », déclara Serge fermement. « Toutes les issues sont bloquées. La police t'attend. »« Alors elle meurt !» menaça Martin en pressant le canon contre la tempe de Juliette. « Le médaillon !» souffla-t-il à l'oreille de sa captive. « Donne-le-moi et je te laisse partir. »« Vous voulez ça ?» répliqua-t-elle en portant lentement la main à son cou, au moment où ses doigts touchèrent le bijou. Elle plongea soudainement, déséquilibrant Martin. Bruno, avec la rapidité d'un félin, se jeta sur l'homme armé. Un coup de feu retentit, ricochant contre une colonne. Martin, se débattant comme un forcené, parvint à repousser Bruno et se précipita vers l'escalier menant au toit terrasse, là où un hélicoptère l'attendait, son dernier plan d'évacuation. « Juliette, non !» cria Serge en voyant sa fille s'élancer à la poursuite de Martin, mais elle était déjà partie, déterminée à mettre fin elle-même à cette histoire qui avait brisé sa famille avant même sa naissance. Une pluie diluvienne s'abattait sur le toit terrasse du Grand Palais, transformant l'élégante structure en une arène ruisselante où se jouait le dernier acte d'un drame vieux de 23 ans. Des éclairs déchirèrent le ciel parisien, illuminant par intermittence les silhouettes qui s'affrontèrent sous la tempête. Martin Pichon, trempé jusqu'aux os mais armé de son revolver, scrutait frénétiquement l'horizon. L'hélicoptère qu'il avait prévu pour son extraction n'était pas là, dans la précipitation des événements. Ses plans s'effondraient comme un château de cartes. « C'est fini, Martin !» La voix de Juliette le fit pivoter. Elle se tenait à quelques mètres, ses cheveux plaqués sur son visage par la pluie battante, mais son regard brûlait d'une détermination farouche. Son médaillon scintillait sous les éclairs comme un phare argenté. « Tu ne comprends rien !» cracha Martin, pointant son arme vers elle. « Ce médaillon est ma seule chance de survie maintenant. Votre survie. » Juliette avança d'un pas, ignorant le danger. « Et ma mère ? Avait-elle une chance quand vous l'avez droguée pendant 23 ans ? Et moi, abandonnée à ma naissance ?» Un rire amer échappa à Martin. « Tu crois que c'est une simple histoire de vengeance personnelle ? Ce médaillon contient les clés d'un réseau qui contrôle la moitié de l'économie européenne, un réseau qui a tué mon frère quand il a menacé de les dénoncer. » Un autre éclair déchira le ciel,
suivi presque immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Derrière Juliette, la porte métallique s'ouvrit brutalement, Serge apparut, essoufflé, suivi de près par Bruno dont l'arme de service était dégainée. « Lâche ton arme, pichon !» ordonna l'inspecteur. « C'est terminé !» Le visage de Martin se déforma en un rictus de haine. « Terminé. Rien n'est terminé tant que je vis. » Avec une rapidité surprenante. Il bondit vers Juliette, saisissant son bras et la tirant contre lui, le canon de son revolver pressé contre sa tempe. « Reculez, ou je la tue. »« Martin !» intervint Serge, les mains levées en signe d'apaisement. « Réfléchis, le bâtiment est encerclé. Tu n'as nulle part où aller. J'ai toujours un plan de secours. Serge, contrairement à toi qui fais aveuglément confiance aux mauvaises personnes. » Martin commença à reculer vers le bord du toit, traînant Juliette avec lui. « Maintenant, jette ton arme, inspecteur, ou je lui fais sauter la cervelle. » Bruno, après un regard vers Serge, posa lentement son pistolet au sol. « Bien !» sourit Martin, son visage ruisselant de pluie et de transpiration. « Maintenant, Juliette, donne-moi ce médaillon, délicatement. » Juliette, malgré la terreur qui lui nouait l'estomac, cherchait désespérément une issue. Son esprit analysait la situation avec une clarté surprenante, le toit glissant, la prise de Martin sur son bras, la proximité du bord. « Vous voulez le médaillon ?» demanda-t-elle, gagnant du temps. « Celui qui contient les preuves de votre pacte criminel avec les Dufresne et les Valmont. » Martin tressaillit, surpris par sa connaissance des détails. Ce bref instant d'inattention suffit à Juliette pour agir. D'un mouvement brusque, elle écrasa son talon sur le pied de son ravisseur et se projeta vers l'avant. Le coup partit, le bruit de la détonation se perdant dans un roulement de tonnerre. Mais la balle manqua sa cible, se perdant dans la nuit pluvieuse. « Juliette !» hurla Serge en se précipitant vers sa fille. Martin, déséquilibré mais toujours armé, pivota pour tirer sur Serge. Le coup atteignit l'entrepreneur à l'épaule, le projetant en arrière sur le sol détrempé. « Papa !» s'écria Juliette, utilisant ce mot pour la première fois. Bruno plongea pour récupérer son arme, mais Martin était déjà sur lui. Lui assenant un violent coup de crosse à la tempe, l'inspecteur s'effondra, à demi conscient. Très touchant, cette réunion de famille, railla Martin, son visage désormais empreint d'une folie que la pluie ne pouvait dissimuler. Il se tourna vers Serge qui pressait sa main contre sa blessure sanglante. « Tu sais ce qui est ironique, Serge. Claire était au courant pour mon frère. Elle savait que les Dufresne l'avaient fait assassiner, et elle n'a rien dit, rien fait. Elle voulait te protéger, » articula péniblement Serge. « Elle craignait qu'en cherchant la vérité, tu ne te fasses tuer aussi. Me protéger, » explosa Martin. « En épousant mon meilleur ami, en portant son enfant, elle m'avait promis, Serge, avant même que tu n'entres dans nos vies, Claire et moi avions un pacte. » Un nouvel éclair illumina la scène, révélant Juliette qui s'était silencieusement rapprochée de Martin par derrière. Dans sa main, elle serrait fermement son médaillon. Arrachée de son cou, la chaîne brisée formant une arme improvisée. « Vous n'êtes qu'un monstre !» murmura-t-elle avant de bondir. Le médaillon, lancé avec précision, frappa Martin à la tempe avec une force surprenante. Déséquilibré, l'homme vacilla dangereusement près du bord du toit. Son revolver tomba de sa main, glissant sur les tuiles mouillées. Espèce de petite, il chargea vers Juliette, aveuglé par la rage. Bruno, ayant repris ses esprits, tenta de s'interposer, mais glissa sur le sol trempé. Martin percuta Juliette de plein fouet, l'entraînant dans sa chute. Ils roulèrent ensemble, dangereusement proches du vide. Un cri déchirant retentit. Martin avait basculé par-dessus la balustrade, mais s'était rattrapé in extremis à une corniche. Juliette, miraculeusement, avait réussi à s'agripper à une gouttière, suspendue au-dessus du vide. Juliette, Serge, ignorant sa blessure, rampa jusqu'au bord. « Tiens bon, je ne peux pas remonter », haleta-t-elle, ses doigts glissant lentement sur le métal mouillé. Bruno, se précipitant à son secours, l'agrippa fermement par les poignets, la hissant centimètre par centimètre vers la sécurité. Lorsqu'elle fut enfin sur le toit, Serge l'enveloppa de son bras valide, la serrant comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Martin !» murmura-t-elle, en se penchant pour voir l'homme suspendu au-dessus du vide, ses yeux écarquillés par la terreur. « Laisse-le tomber !» grogna Bruno, son visage dur. « Il mérite pire que ça. »
Mais Juliette se dégagea doucement de l'étreinte de son père. « Non, ce n'est pas ce que nous sommes », avant que quiconque puisse l'arrêter. Elle s'allongea au bord du toit et tendit sa main vers Martin. « Attrapez ma main ». L'homme la fixa avec incrédulité. « Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que c'est ce qui nous différencie de vous ?» répondit-elle simplement, après une hésitation. Martin tendit sa main tremblante vers celle de Juliette. Leurs doigts se touchèrent presque quand un craquement sinistre retentit. La corniche cédait sous son poids. Dans un effort désespéré, Juliette se pencha davantage, saisissant fermement le poignet de Martin, au moment même où son support se désintégrait. Elle hurla sous l'effort, son corps à moitié dans le vide, retenue seulement par Bruno qui s'était jeté sur ses jambes. « Je te tiens !» cria-t-elle à Martin, dont le corps se balançait maintenant librement dans le vide. Lentement, avec l'aide de Bruno et de Serge malgré sa blessure, ils parvinrent à hisser Martin sur le toit. L'homme s'effondra, haletant. Vaincu, c'est alors que Juliette remarqua quelque chose d'étrange. Son médaillon, tombé pendant la lutte, s'était ouvert sur le sol détrempé. À l'intérieur brillait un minuscule circuit électronique, intact malgré les années et la violence récente. « Le médaillon », murmura Martin, tendant faiblement la main vers l'objet. « N'y touche pas », gronda Serge, se relevant malgré la douleur. Mais Martin n'en eut pas l'occasion. Des agents de police surgirent sur le toit, armes au poing. En quelques secondes, il fut menotté et relevé sans ménagement. Bruno récupéra délicatement le médaillon ouvert. « La preuve ultime », dit-il doucement. Examinant le microprocesseur. « Avec ça, nous pourrons démanteler tout le réseau. » La pluie commençait enfin à diminuer. À l'est, une lueur timide annonçait l'aube. Serge, épuisé mais soulagé, attira sa fille contre lui. « C'est fini », murmura-t-il. « Vraiment fini. » Juliette acquiesça silencieusement. Regardant Martin être emmené, l'homme qui avait détruit sa famille, puis involontairement permis sa réunion, jetait un dernier regard vers le médaillon, l'objet pour lequel il avait sacrifié sa vie entière et celle des autres. « Allons voir maman », dit-elle simplement, aidant son père à se relever, tandis que les premiers rayons du soleil perçaient enfin les nuages au-dessus de Paris. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit tempétueuse sur le toit du Grand Palais. L'automne paraît désormais la campagne provençale de teintes cuivrées et dorées, au cœur d'un vallon entre Saint-Rémy et les Alpilles. La petite chapelle Sainte-Marie des Oliviers s'illuminait pour une célébration intime mais rayonnante. Claire Chevalier, assise dans un fauteuil roulant décoré de rubans et de fleurs sauvages, observait avec émerveillement la transformation de ce lieu modeste. Des guirlandes de lavande séchées et d'oliviers ornaient les murs de pierre, baignés par la lumière chaude du soleil couchant qui filtrait à travers les vitraux. « Comment te sens-tu » demanda Sophia, ajustant délicatement la coiffure de Claire. « Comme si je revivais » répondit-elle avec un sourire ému. Comme si ces 23 années n'avaient été qu'un mauvais rêve. Sa rééducation avait été éprouvante. Après tant d'années d'immobilité, chaque mouvement, chaque mot représentait une victoire sur l'impossible. Mais sa détermination s'était révélée aussi inébranlable que celle de sa fille. À l'extérieur de la chapelle, Juliette terminait les derniers préparatifs, vérifiant une fois de plus la disposition des chaises et l'arrangement des fleurs. Cette journée représentait bien plus qu'une simple célébration. C'était la consécration d'un retour à la vie, d'une famille reconstruite des cendres d'une tragédie. « Tout est parfait », la rassura Bruno en l'enlaçant par la taille. « Cesse de t'inquiéter. » Elle se tourna vers lui, admirant son élégant costume qui remplaçait avantageusement les tenues décontractées du prétendu médecin genevois. « C'est facile à dire, ce n'est pas tous les jours qu'on organise une triple célébration. Un triple événement, en effet, le remariage symbolique de Serge et Claire, le mariage de Gabriel avec Sophia, une union surprenante née dans le chaos des événements, et le baptême officiel de Juliette sous son véritable nom. Juliette Chevalier-Renaud, Jeanne, digne dans sa plus belle robe, supervisait l'installation du buffet. Son visage ridé rayonnait de bonheur. « Si on m'avait dit un jour que je verrais ce moment », murmura-t-elle en essuyant furtivement une larme. « Grand-mère », l'interpella Juliette, utilisant toujours ce terme d'affection malgré les révélations. « Tu crois qu'ils apprécieront la surprise ?» Jeanne sourit mystérieusement. « Ton père va pleurer, c'est certain. » À l'écart, près d'un olivier centenaire, Serge s'entretenait avec le détective Moreau, l'épaule encore légèrement raide des suites de sa blessure. Il signait un chèque substantiel.
Vous avez largement dépassé votre mission, dit-il en lui remettant le document. Cette somme reflète ma gratitude, mais jamais elle ne pourra égaler ce que vous avez fait pour ma famille. Moreau accepta le chèque avec un hochement de tête respectueux. Certaines enquêtes valent de plus que leur prix, monsieur Chevalier. Celle-ci en faisait partie. Vous restez pour la cérémonie ? J'espère. Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde, confirma le détective. D'autant que les développements de l'affaire Pichon continuent d'occuper mes journées. Les révélations contenues dans le microprocesseur du médaillon avaient eu l'effet d'une bombe dans les sphères économiques européennes. Des arrestations en cascade avaient décimé le cartel financier, entraînant la chute de plusieurs fortunes bâties sur le crime et la corruption. Martin Pichon croupissait désormais en détention préventive, en attente d'un procès qui s'annonçait comme l'un des plus médiatisés de la décennie. Sa coopération tardive avec les autorités n'allégerait que marginalement une peine qui promettait d'être exemplaire. Les cloches de la chapelle tintèrent doucement, annonçant le début de la cérémonie. Les invités, peu nombreux mais triés sur le volet, prirent place dans la nef rustique. Gabriel, nerveux mais élégant, se tenait devant l'autel aux côtés du prêtre. Son chemin vers la rédemption avait commencé par la révélation de sa complicité involontaire et se poursuivait par son engagement auprès de la Fondation Chevalier. Désormais restructurée pour venir en aide aux enfants orphelins et aux victimes de violences, la musique d'un quatuor à cordes s'éleva et toutes les têtes se tournèrent vers l'entrée. Sophia avançait timidement, ravissante dans sa robe ivoire. Derrière elle venait Claire, poussée par Serge dans son fauteuil roulant, tous deux vêtus de blanc, symbole d'un nouveau départ, et enfin, Juliette, resplendissante dans une robe couleur lavande, tenant fièrement dans ses mains un coussin où reposaient 2 alliances et un nouveau médaillon en forme de papillon. La cérémonie fut simple mais profondément émouvante. Gabriel et Sophia échangèrent leurs vœux les premiers, scellant une union née dans des circonstances extraordinaires. Puis vint le tour de Serge et Claire, renouvelant des promesses interrompues par 23 années de séparation forcée. « Quand je t'ai passé cette alliance pour la première fois, dit Serge d'une voix tremblante d'émotion, je t'ai promis de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. La vie nous a séparés bien trop longtemps, mais elle n'a jamais pu éteindre cet amour. » Claire, dont la voix s'affermissait chaque jour, répondit avec une intensité qui fit taire toute l'assemblée. La souffrance et l'obscurité n'ont fait que rendre plus précieux chaque instant retrouvé. Je te promets de vivre pleinement chaque seconde de cette seconde chance qui nous est offerte. Enfin vint le moment du baptême symbolique de Juliette. L'eau bénite coula sur son front, tandis que le prêtre prononçait solennellement son nom complet, Juliette Claire, Chevalier Renaud. Ce n'était pas un baptême religieux traditionnel, Juliette ayant déjà reçu ce sacrement dans son enfance, mais la reconnaissance officielle de son identité véritable, de son appartenance à une lignée retrouvée. Après la cérémonie, la petite assemblée se réunit dans le jardin adjacent pour un repas champêtre baigné par les dernières lueurs du jour. Des lanternes suspendues aux branches des oliviers s'allumèrent progressivement, créant une atmosphère féerique. Bruno s'approcha discrètement de Juliette, qui observait ses parents, enlacés sous un arbre. « Penses-tu un jour leur ressembler ?» demanda-t-il doucement. « Avoir cet amour qui traverse le temps et les épreuves. » Juliette sourit, mystérieuse. « Peut-être, avec la bonne personne. » Il caressa doucement sa joue. « J'ai une mutation à Paris le mois prochain. La brigade aurait besoin d'une experte en mécanique automobile reconvertie en analyste financière. » Elle rit. « Est-ce une proposition professionnelle ou personnelle, inspecteur ?» Pour toute réponse, il sortit de sa poche une petite boîte. Les deux. « Peut-être, mais nous avons tout le temps d'y réfléchir. » À quelques pas de là, Claire appelait doucement sa fille. « Juliette, c'est l'heure de la surprise. » La jeune femme s'excusa auprès de Bruno et rejoignit ses parents. Serge tenait dans ses mains un écrin en bois de rose qu'il ouvrit cérémonieusement. À l'intérieur reposait un nouveau médaillon en forme de papillon, en tout point semblable à l'original, mais intact. L'ancien contient désormais les preuves qui protégeront notre famille pour toujours, expliqua Claire. Celui-ci est le symbole de notre avenir. Elle prit délicatement le bijou et l'ouvrit, révélant non pas un microprocesseur, mais un minuscule compartiment contenant 3 photos miniatures, Claire et Serge jeunes, Juliette enfant, et une photo récente des 3 réunis. Les papillons accomplissent toujours leur métamorphose, murmura Claire en attachant le médaillon autour du cou de sa fille.
et trouvent invariablement leur chemin vers la lumière. La nuit était maintenant complètement tombée, et le ciel provençal s'illuminait de milliers d'étoiles. Bruno observait la scène avec un sourire ému, tenant dans sa poche 2 billets pour Paris et cet anneau qui attendait le bon moment. Serge, entourant de ses bras les 2 femmes de sa vie, comprenait enfin que le véritable moteur de l'existence ne se trouvait ni dans les contrats milliardaires, ni dans les empires financiers, mais dans ces moments précieux où l'amour triomphait de la haine, où la vérité émergeait des mensonges, où une famille brisée retrouvait son unité. Et Juliette, regardant vers le ciel où passait un papillon de nuit aux ailes bleutées par le clair de lune, savait que sa véritable histoire ne faisait que commencer